Bonjour à tous, je suis ravi de vous voir si nombreux. Là maintenant c'est le moment et l'instant d'une petite table ronde dont le thème est Tech for Retail for Humans. Tout le sujet est de voir comment la tech permet au commerce d'une part de se révolutionner et de se réinventer, mais aussi quelles sont les limites de la tech dans la relation humaine et peut-être aussi comment la tech peut favoriser cette même relation humaine. Alors autour de moi, pour participer à cette table ronde, tout d'abord Rami Battier, patron de Carrefour France, véritable produit Carrefour. Ça fait quoi? Ça fait 17... Combien? 26 ans chez Carrefour. Donc tu as fait tous les métiers chez Carrefour. C'est un vrai commerçant, il est réputé pour ça. Il a la tête, le cœur et les tripes pour le client. Son alpha et son oméga, c'est le client. Et ça va mieux, Carrefour? Bonjour à toutes et à tous. Merci Raphaël. Oui, Carrefour va mieux. On le voit à travers les parts de marché où c'est la première fois depuis de longues dates. Carrefour est en gain de parts de marché. C'est la 11e période consécutive. Une période, c'est un mois où on enregistre un gain de parts de marché. Comme tu le sais, comme vous le savez, depuis 2017, sous l'impulsion d'Alexandre Bompard, on est en train de mener une transformation de grande dimension, une transformation culturelle pour transformer la culture de Carrefour, une transformation organisationnelle pour mieux gérer les relations entre les 108 000 personnes qui travaillent chez Carrefour tous les jours, et une formation aussi digitale, et je pense qu'on en parlera. D'accord. Les parts de marché sont dues à la tech ou pas? Les parts de marché nouvelles. Alors, les parts de marché nouvelles sont dues à un ensemble de choses, y compris naturellement le drive, la livraison à domicile et très récemment Carrefour Flash. Très bien. Thomas Serval. Alors Thomas, c'est un ancien dirigeant de Google, Microsoft. C'est un pionnier de la French Tech et du IoT, donc les objets connectés. Travaille avec beaucoup de marques sur précisément des politiques innovation et c'est un entrepreneur très successful. Que dire d'autre, Thomas, sur toi? Il y a déjà trop de choses, mais disons que je suis un technophile invétéré et un geek repenti. Ok, parfait. Enfin, Zied Jamoussi. Zied, c'est un start-upper, peut-être un peu plus vieux que les start-uppers, avec un grand passé dans le loyalty et la feed, et la connaissance client surtout. Et aujourd'hui, tu disruptes les programmes de feed et de loyalty avec une solution là aussi très successful, et tu révolutionnes le loyalty, c'est ça? Alors l'objectif de notre société est d'utiliser l'intelligence artificielle pour ramener à grande échelle les petites attentions du commerçant de quartier pour ses clients préférés. Donc on a conçu une plateforme qui s'appelle Loyalty Challenge, dont l'objectif est d'amener justement à très grande échelle chez tous les commerçants qui ont des millions de clients qui ne connaissent plus forcément individuellement chacun, amener ces petites attentions qui faisaient le lien et la chaleur entre le commerçant de quartier et ses clients. Très bien. Alors, et moi-même, moi je m'appelle Raphaël Palti, je suis le président fondateur du groupe Altavia. Altavia est présent aujourd'hui dans 45 pays et travaille précisément pour à peu près 500 grands retailers dans ces 45 pays. On a une nouvelle signature depuis quelques mois dans le groupe et qui dit précisément Retail for Humans. Et puis, en guise d'introduction, très courte, avant Covid, moi personnellement, je pensais que le client était devenu plus intelligent que son commerçant. Et précisément, la raison pour laquelle il était devenu plus intelligent que son commerçant, c'était notamment grâce à la tech.
Et grâce à la tech, il pouvait choisir, préméditer, échanger, voire même, épée de Damoclès suprême, boycotter son commerçant. Donc il avait, grâce à la tech, définitivement pris le pouvoir de sa consommation. Aujourd'hui, le Covid a été, et ça tout le monde le sait, un formidable accélérateur de l'avènement de ce nouveau client. Et en face de ce nouveau client, bien évidemment, c'est un nouveau retail qui est en train de naître sous nos yeux. Et aujourd'hui, en 40 ans de vie professionnelle, j'ai jamais vu un tel tsunami sur l'évolution, mutation, révolution du commerce partout dans le monde. Aujourd'hui, le commerce qu'on appelle le new commerce, notamment celui venu de Chine. Alors bien sûr, la tech est un des moteurs de cette évolution-révolution, dont l'objet, et le seul objet, c'est de retrouver pour tous les commerçants de la planète le lien client et de travailler le lien client. Ils l'avaient sans doute, avant le Covid, un peu perdu face à ce client supra-intelligent. Et aujourd'hui, ils sont en train de le recréer, de le refonder, ce lien client. Et c'est précisément ce lien client qui les fait aussi bouger et la tech qui les y aide. Alors, bien évidemment, on va surtout parler de ce qu'on appelle aujourd'hui le magasin, le point de vente, qui va devenir demain un véritable lieu d'achat dont on ne sait pas encore à quoi il va ressembler dans les années qui viennent. Effectivement, les commerçants aujourd'hui tâtonnent beaucoup et à force de tâtonner vont bien trouver leur martingale et à chacun, bien sûr, comme toujours, sa martingale. Alors, première question. L'effet de la tech, et là c'est une question qui s'adresse à tous, elle est en train de déshumaniser le commerce. Et quand on voit un salon comme celui-ci, avec toutes ces retail tech qui font la course à la convenience en fait, et la convenience ultime étant que quelque part on peut imaginer qu'on est en train de créer un commerce sans commerçant. Rami? Alors, clairement, moi, je mettrais la tech et le client dans le même camp. Ils ne s'opposent pas. La tech, elle est là pour le client. Donc, le client, il trouve une sorte de convenience, une sorte de facilité. Les sociétés, ils trouvent une évolution à travers la délégation à la tech d'un certain nombre de tâches à moindre valeur ajoutée. Également, la planète s'y retrouve avec moins de paperasse, moins d'envoi, etc. Et donc là, il y a win-win-win, gagnant, gagnant, gagnant. Je n'opposerai pas du tout l'humain à la tech. Je pense que, vu de mon humble point de vue, c'est l'humain qui décide, donc l'humain qui est au centre de notre attention. Et puisque pour l'humain, la tech, c'est quelque chose d'utile et apporte une valeur ajoutée, donc pour l'humain, par exemple, le convenience qui est le résultat d'une technologie moderne, donc là, l'humain va mieux vivre ses expériences de vie. Les sociétés vont pouvoir aussi travailler sur leurs coûts et leur gestion de manière à mieux servir le client de demain, mais aussi la planète qui peut aussi bénéficier donc de l'évolution de la technologie. Autant dire en résumé, pour moi, ce sont des maillons de la même chaîne dont la tête restera pour toujours l'humain et le client. Pour moi, la tech n'est qu'un outil au service d'une stratégie. Et je pense que quand on a une stratégie customer-centric, la tech peut être un énorme atout pour aller enlever les irritants clients, faciliter le parcours d'achat du client, lui rendre tous les services qu'il peut attendre. Quand on a une stratégie différente, ça peut être une autre finalité. On pense tous aux premiers usages qu'il y a eu dans la personnalisation, qui est notre domaine par exemple. Les premiers usages de la personnalisation, c'était quand même cette fameuse bannière qui vous traquait pendant 3 semaines parce que vous avez eu le malheur de voir une machine à laver sur le site d'une enseigne. Et ça, c'est une approche qui est plutôt brand-centrique, qui va pousser des produits vers les clients, pas forcément en prenant en compte ce qu'ils aimeraient voir et jusqu'où ils ont envie de les voir. Nous, dans les technologies qu'on a développées, l'IA qu'on a développée chez Antinotes,
notre philosophie est totalement customer-centric puisqu'on va amener au client que ce qu'il aime ou qu'il devrait aimer dans un parcours extrêmement fluide pour que ça ne soit pas du harcèlement ni quelque chose de compliqué à mettre en place et d'aller toujours dans son sens et l'encourager à faire plus de ce qu'il aime déjà. Thomas, humanisation, déshumanisation du commerce? Ouais. En fait, le problème, c'est toujours un problème d'équilibre. Donc, moi, la première remarque que je me fais, c'est on n'a pas un client, on a des classes de clients qui sont maintenant devenus très, très différents. Il y a une génération qu'on peut qualifier de digital native et qui, de toutes les manières, est née avec le digital, le téléphone, etc. Et donc, quelque part, elle ne se retrouverait pas dans un endroit où on ne laisse pas ses outils, son téléphone. Donc, il faut s'identifier aux différentes populations. Il y en a qui sont digital natives. Il y a notre génération qui est digital hybride, c'est-à-dire qu'on vit avec des choses qui s'appelaient des PC, qui sont des mobiles, et donc quelque part on utilise parfois le e-commerce, on utilise parfois notre mobile, on utilise parfois le magasin, et on a trouvé des modes de vie qui mettent un certain équilibre. Et puis après, il y a une population plus âgée qui reste toujours consommatrice, qui elle a besoin de trouver ses repères, qui parfois se retrouve perdue avec même un vendeur en magasin pas nécessairement formé et qui peut se servir de cette même tech pour pouvoir fournir à cette personne qui a besoin d'informations et d'humains l'aide et l'accompagnement. Donc en fait, moi j'ai l'impression que la tech aujourd'hui, elle est partout, mais parfois elle est amenée par le client sur le lieu de vente, parfois elle est sur le lieu de vente au service du client, et que, en fait, moi mon point, c'est que la tech, on sent qu'elle marche quand on la voit plus. C'est-à-dire que quand on est obligé de dire je vais sortir mon PC pour vous donner la réponse, ou je vais être obligé d'imprimer 4 fois quelque chose, etc. Ça, c'est la tech problème. C'est ce qu'on essaye de résoudre en fluidifiant les parcours. Et ces ajustements, ils nécessitent à la fois des investissements technologiques, mais aussi des normes de formation des personnels pour pouvoir les utiliser bien. Des exemples typiques, nous, on s'occupe beaucoup de beauté, on utilise des miroirs connectés, des choses comme ça qui sont très avancées, mais on se rend compte qu'ils sont peu utilisés dans certains cadres parce que les gens ne sont pas bien formés ou parce que l'outil n'est pas tout à fait adapté à la population qui lui rend visite. Donc il y a des ajustements permanents qui doivent se faire entre les innovations technologiques, la formation des clients et l'évolution des mentalités qui ont été bouleversées, comme vous le disiez, enfin comme tu le disais, par le Covid. Alors là aussi, il y a révolution. C'est des milliers, des millions de retail tech à l'échelle de la planète. Et du coup, outils tech data, comment toi, Rami, tu t'en sers au service de la relation client? Comment tu arrives à filtrer toutes ces innovations et toutes ces sollicitations tech, et l'exemple du salon est là pour le montrer. Alors moi, j'ai eu la chance de faire le tour du monde presque, travaillant dans 6 pays, à déployer une méthodologie qui met le client au centre de la stratégie. Inverser la pyramide managériale, mettre les employés qui sont en contact avec le client au-dessus de cette pyramide et les managers les plus gradés en bas de la pyramide. Inverser la pyramide pour humaniser la relation et responsabiliser les responsables. Le client, il est au-dessus de cette pyramide, donc en fait, il représente le cœur de l'écosystème. Et toutes les évolutions technologiques nous permettent aujourd'hui d'avoir des données, des datas sur les clients pour considérer chaque client comme un client unique. On a un Merchant Center aux Ulysses, une plateforme, un laboratoire de travail où j'ai fait créer en fait des catégories de clients qu'on a appelées persona. Donc c'est un centre qui est visité par nos équipes internes. Donc on a le type de client, par exemple promovore, le client qui aime la promo particulièrement. Le client produit du monde, donc le client qui aime les cuisines du monde particulièrement. Alors c'est pas encore du one-to-one, c'est du one-to-few. Et donc one-to-few, exactement ça. Et ce qui nous permet de détecter les catégories des clients, dire ce client il est plutôt RSE, ce client il est plutôt sportif, ce client il est plutôt aliments pour animaux, etc. Donc ce sont les données, la data qui nous permet de faire ça. L'objectif est maintenant de personnaliser chaque client et de traiter chaque client comme s'il était l'unique client pour la société. Au premier rang, dans la relation avec le client, mais aussi pour une meilleure relation, il faut connaître la personne. Pour qu'il y ait la confiance, il faut connaître la personne. Donc aujourd'hui, la technologie nous permet de connaître le client, ne serait-ce que pour lui proposer les produits
qui lui conviennent. Je prends un exemple. Jusqu'à maintenant, on a des catalogues papier dans lesquels on met des produits de forte rotation avec de très bons prix de vente et on envoie à l'ensemble des clients. Mais les clients qui n'ont pas de bébé de moins de 2 ans, ils vont trouver dans les catalogues des couches pour bébé. Et donc finalement, ils vont passer la page trop vite. J'ai déjà perdu la moitié d'une page pour un client qui n'est pas concerné. Un client, une personne âgée de plus de 80 ans a besoin de produits que peut-être il ne va pas trouver à travers son catalogue. Donc la technologie, c'est un moyen énorme, facilitateur, qui me permet demain, et on le fait déjà, donc en fait, pour adresser à chaque client le produit qui lui convient, le bon d'achat qui lui convient. Moi, j'ai des clients, vous savez, on reçoit les verbatim clients, les réclamations clients, et je m'attarde à lire un maximum pour ne pas dire toutes les réclamations. D'ailleurs, mon adresse email est sur le site web. Le client, il peut m'écrire directement et je répondrai directement. Alors, avant mon nom, vous trouverez le nom de mes collaborateurs. Comme ça, s'ils sont concernés, ils peuvent m'aider à avoir un moins de réclamations. L'idée est de dire, il y a des clients qui m'écrivent et me disent « mais moi, je fais beaucoup de courses chez vous et j'ai moins de bons d'achat, de retour de fidélité qu'un autre client que je connais qui achète moins que vous. » Et la cliente, elle parlait de sa propre fille, qui, elle, sa propre fille a plus de fidélité, plus de bons d'achat qu'elle-même. Donc nous, on regarde, mais comment est-ce que c'est possible? La maman, elle achète pour 100 €, la fille, elle achète pour 70 €. Comment il est possible que 100 € ait moins de bons d'achat? Bon, on détecte effectivement qu'en fonction des produits, du comportement d'achat, en fait, le système, il n'est pas tout à fait fair. Donc, la technologie nous permet de dire, en fait, comment on peut cibler la connaissance client, et cette connaissance client nous permet de le satisfaire et de le maintenir dans notre écosystème. Notre écosystème aujourd'hui, tel qu'on le veut chez Carrefour, c'est un écosystème omnicanal. Le client qui veut avoir de la livraison à domicile, nous voulons la réaliser en temps et en heure, même une livraison à moins de 15 minutes maintenant. On a des participations dans des startups qui font cela. Le client qui veut le drive, il peut le faire. Le client qui veut faire les courses et lâcher son caddie en caisse, et c'est nous qui nous chargeons de livrer à domicile, on sait le faire. Le client qui veut venir dans le magasin, faire ses courses et lui-même prendre les courses chez lui, on sait le faire. Donc en fait, on est en train d'entrer dans une omnicanalité indispensable pour satisfaire tous les clients et considérer chaque client comme s'il était le client unique de la société. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu une utopie, l'extrême personnalisation du client et de la reconnaissance client? Non, ce n'est pas une utopie. Ça l'était jusqu'à il n'y a pas longtemps. Quand j'ai commencé à travailler dans le CRM chez Yves Rocher au début des années 2000, on œuvrait vers le one-to-one, mais la technologie de l'époque ne permettait pas de faire vraiment du one-to-one. On était obligé de faire du one-to-few, qui reste indispensable quand il s'agit d'habiller un magasin, de personnaliser les rayons d'un magasin, parce qu'on ne peut pas changer le linéaire à chaque fois qu'un autre client arrive. Néanmoins, sur un certain nombre de leviers commerciaux, qui sont notamment la fidélité et la promotion, aujourd'hui, en utilisant les données de navigation sur le web, mais surtout les données d'historique d'achat des clients et de ceux qui leur ressemblent, un peu à la manière de Netflix, sur la base de ce que vous regardez, sur la base de ce que ceux qui vous ressemblent regardent, on est en mesure de proposer pour chaque client un autre programme de fidélité, un autre programme promotionnel, comme le disait Rami. J'ai pas de bébé depuis quelques années, ça sert à rien de m'envoyer un coupon sur Pampers. Donc tout ça est désormais possible. Typiquement, notre plateforme le fait chez un certain nombre de retailers en France et dans le monde. Et donc créer non seulement pour chaque client un programme promotionnel sur ce qu'il aime, que ce soit des marques propres, des marques nationales, mais aussi l'amener à plus de fidélité au lieu de l'amener à rester juste fidèle comme d'habitude. Aujourd'hui, les clients papillonnent beaucoup. Et nous, notre job et notre promesse avec nos clients retailers, c'est de dire on vous amène à, comme le disent nos clients américains, a more loyalty program rather than a loyalty program. Donc c'est vraiment aller chercher plus de fidélité en disant aux clients, c'est simple, viens plus souvent chez moi, chez Carrefour, je me mets à la place de Rami là-dessus,
achète chez moi tes pâtes, ton riz, tes produits essentiels, et tu auras des réductions incomparables si tu atteins un taux de nourriture suffisant chez moi. Évidemment, dans un discours beaucoup plus transparent pour le client final, et l'amener en fait à consommer plus de ce qu'il aime déjà, plutôt que de le pousser à la consommation sur des choses qu'il n'aime pas. Et donc, Ok, et ça ne va pas faire un client à la longue insatisfait d'être sans cesse traqué, identifié, analysé? Alors, je vais peut-être. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on va capturer de plus en plus d'informations et certaines pourront être très utiles parce que la vision, on va dire le parcours client, c'est ce qu'on peut récupérer avec le web. Mais par exemple, nous, on travaille sur des technologies à base de miroirs connectés qui scannent votre visage et qui récupèrent les principaux attributs de votre visage. Et donc, d'une certaine manière, c'est vachement bien pour choisir des produits à forte technicité où on sait pas, on n'a pas le personnel toujours disponible pour vous faire l'analyse dermatologique de votre peau, le produit dont vous avez besoin. Et on voit que ça change tout dans la relation. On a déployé ces miroirs dans des pharmacies du futur et on voit que ça augmente énormément le trafic en magasin, le taux de transformation, la satisfaction des clients, parce qu'on a accès sur le lieu de vente à une expertise auquel on n'a pas accès, où le lieu de vente devient un des espaces où cette expertise est rendue disponible. Un autre exemple tout bête, mais c'est avoir votre taille de pointure de pied ou une empreinte de votre pied. Si vous voulez acheter une chaussure dans un supermarché, c'est une information qui est extrêmement peu disponible. Alors nous, on fabrique des tapis qui mesurent la taille de votre pied, qui vous donnent cette information, et de façon à ce que vous n'ayez pas besoin d'avoir tout l'inconvénient d'aller mesurer ça d'une manière X ou Y. Donc en fait, on va capturer non seulement des informations liées à votre comportement digital, mais on va pouvoir capturer au service du client des informations qui vous permettent au client d'utiliser le lieu de vente comme un lieu de plus grand choix. Alors après, ça c'est la partie positive. Puis la partie négative, c'est que plus on prend d'informations sur un client, plus il faut se sentir responsable de la confiance qui est mise en vous par votre client avec cette information. Quand j'étais chez Google, il y avait une des choses assez intéressantes, c'est-à-dire que les gens n'avaient aucun problème à laisser Google savoir tout ce que vous cherchez, mais avaient un gros problème à vous laisser votre numéro de carte bleue. Inversement, ils n'avaient aucun problème à laisser leur numéro de carte bleue à Amazon. Donc c'est assez intéressant, il y a des univers qui légitiment l'utilisation d'une information et d'autres pas. Et donc Google, pour pouvoir avoir votre numéro de carte bleue, a créé les App Store, etc., etc. Donc en fait, à chaque fois que vous récupérez une information, le client qui n'est pas totalement idiot et surtout qui a, en fait, surtout en Europe et en France en particulier, une très forte sensibilité à la protection de sa vie privée, a besoin d'un bénéfice clair et bien mené. Et après, il y a, je pense que vous n'êtes pas sans l'ignorer, tout l'environnement réglementaire qui a été très laxiste aux États-Unis et très rigoureux en Europe, mais on converge vers l'exemple européen. Même les Chinois convergent vers le modèle européen du fait que le client doit comprendre, c'est le fameux RGPD en France. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, il faut faire attention dans les chemins qu'on est en train d'emprunter autour de la trajectoire du client, sur obtenir, pour des raisons légales, les consentements et avoir un clair gain-bénéfice. C'est-à-dire, si tu me donnes ton numéro de carte bleue, alors tu pourras check-out en un clic. Et la deuxième partie qu'on oublie toujours dans la loi, c'est si jamais tu me fais plus confiance, alors je vais tout effacer. Et là, je pense qu'il y a un enjeu pour toute la transformation de l'industrie, c'est-à-dire que si jamais le balancier de la digitalisation va trop loin, la perte de confiance va amener les effets dommageables pour une marque qui s'est construite sur la confiance avec le client peuvent largement excéder les bénéfices de la digitalisation. Spontanément, et ça je m'adresse à tous, Tech for Retail for Humans, vous voyez quelle technologie vous aider à la relation client? Alors, si tu me permets, mais je vais présenter un triangle que j'utilise souvent avec mon équipe pour atteindre la réussite. Donc, un triangle à 3 angles. Le premier au-dessus qui est la stratégie. Le deuxième, c'est la transformation. Le troisième, c'est l'excellence opérationnelle. Et je vais vous partager que la technologie, elle est utile dans les 3 angles, justement pour atteindre la réussite pour une start-up, pour une société, quelle que soit la taille, quel que soit l'âge et quelle qu'elle soit la difficulté. Donc la stratégie qui est écrite grâce à une lecture, une analyse du marché, des prospectives, une analyse concurrentielle, qui a besoin aussi d'une qualité humaine qui est la qualité de l'écoute et de l'humilité.
cette stratégie, elle est beaucoup plus facile à visionner, à écrire et à comprendre grâce à la technologie. Donc déjà, on est sur le bon rail, on est dans la bonne vision, et là, la technologie, plus on a des données technologiques, plus on est sur les bons rails en termes de vision stratégique. Puis le deuxième volet, c'est le volet de la transformation. Parce qu'il faut transformer une stratégie du papier vers le terrain. Il faut que le client puisse visualiser la stratégie de votre société, de la mienne en tout cas. Donc, il faut transformer. Cette transformation a besoin naturellement d'une valeur humaine qui est la simplification et la répétition. Et cette transformation, donc, elle est organisationnelle, culturelle, mais aussi d'outils. Et là également, pour accélérer la transformation, réussir la transformation, cibler les actions de répétition et de simplification, la technologie, la tech, elle peut avoir un rôle primordial là-dedans. Et troisièmement, dans l'excellence opérationnelle, dans les bonnes pratiques, ça aussi, la technologie a un rôle énorme avec une valeur qui est mettre l'humain au centre, le courage managérial, mais là aussi, la tech a un rôle primordial dans l'excellence opérationnelle. Aujourd'hui, lorsqu'on a mis à disposition de nos hôtesses de caisse, par exemple, prendre notre exemple, la possibilité d'imprimer ou pas le ticket de caisse. Maintenant, l'hôtesse de caisse, elle vous pose la question, souhaitez-vous imprimer le ticket de caisse? Et la cliente, elle dit non, ce n'est pas nécessaire. Très bien, on ne l'imprime pas. Rien que cette donnée-là, c'est énorme. Avant, on recevait des palettes, et les gens qui connaissent la grande distribution le savent parfaitement bien, et on ne savait pas trop combien d'heures de travail on a besoin pour mettre en rayon les produits qu'on reçoit tous les jours de la logistique. Combien de produits on doit recevoir de la logistique? Aujourd'hui, la tech nous permet, avec un clic, de bien comprendre combien de produits j'ai. Comme ça, je n'ai pas plus de salade que nécessaire, je n'ai pas de problème de rupture, je n'ai pas de problème de fraîcheur. Je voudrais juste faire deux points d'attention ici. La technologie va permettre à la société, et doit permettre à la société, dans le sens large du terme, d'évoluer. Donc, pour ne pas avoir les effets négatifs de perte d'emploi, il faut qu'une société, une entreprise, s'attache d'ores et déjà à la formation de l'ensemble du personnel pour justement leur donner la compétence nécessaire afin d'évoluer et de gagner des parts de marché en France ou ailleurs, justement, pour leur permettre de faire des travaux à plus de valeur ajoutée. Et donc, comme ça, les travaux qui seront automatisés à moins de valeur ajoutée n'engendrent pas donc une perte d'emploi. Et nous, aujourd'hui, Carrefour, on a pour mission, dans les 3 années à venir, de former les 100 000 salariés à leur partie qui les concerne dans la tech, de manière à permettre à chacun d'évoluer de cette manière-là. On minimise les conséquences sur l'emploi auquel je suis très sensible. Et je me rappelle, le premier mois de mon entrée chez Carrefour, c'était en 95, j'étais stagiaire étudiant. La première chose qu'on m'a donnée, on m'a donné un papier, un crayon, une gomme, et on m'a dit, voilà, tu vas passer la commande pour ton rayon. Mais moi, j'ai dit, c'était en 95. J'ai dit, mais je ne vais pas faire ça tous les jours. Chaque produit, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas le faire. Et donc, à l'époque, on n'avait pas Excel, on avait 1, 2, 3, pour ceux qui se rappellent, Lotus 1, 2, 3. Donc, j'ai créé un algorithme de calcul qui nous permet, à travers des données de vente, de stock que nous avons, de calculer la proposition de commande. Donc, et ça, je me rappelle, ça m'a permis de gagner 3 heures par jour. Du prédictif déjà. Alors, mais tu ne dis pas comme le patron de Walmart encore, nous ne sommes plus un distributeur, mais nous sommes une société technologique. Tu ne dis pas ça encore. Aujourd'hui, le Digital Day, Alexandre Bompard, avec tout le COMEX, nous avons confirmé que Carrefour va être l'entreprise retail digitalisée, le Digital Retail Company. Et aujourd'hui, ce client omnicanal va trouver tout son bonheur dans l'écosystème Carrefour. La tech, dans la relation client, c'est-à-dire dans l'interaction entre le commerçant et le client, il faut qu'elle soit visible quelque part et qu'elle participe de cette relation. Comment on y arrive à ça? Donc,
toutes les manières, les relations, elles passent leur vie à évoluer. Donc les premiers éléments, c'est que pour rendre la tech invisible, il faut bien comprendre le comportement des individus, donc bien comprendre les parcours clients. Parce que en fait, on ne peut pas se mettre dans un bureau d'études et dire, bon voilà tous les problèmes que va rencontrer le client, et donc il faut une expérience très empirique, et l'exemple qui est donné, c'est l'expérience vient du terrain. Donc il y a historiquement 2-3 pain points connus, hein, c'est le fait de payer, et on voit bien que ça c'est vraiment l'endroit où la tech est, on parlait d'endroits où il n'y a pas de tech, genre sur un marché. En fait, il y a plein de tech sur un marché, le marché du dimanche où vous achetez. En fait, il y a plein de tech invisibles. Typiquement, vous payez quand même en sans contact. Et ça, c'est beaucoup de tech et tout un système qui s'est mis en place, d'ailleurs, accéléré par le Covid. Donc, les endroits où elle se met en place, c'est tous les endroits, facilement, c'est tous les endroits qui sont très liés au back-office, qui capturent de l'information sans contact avec le client. C'est-à-dire les capteurs qui sont là, qui capturent le nombre de personnes qui rentrent, toutes ces choses-là. Alors, est-ce que ça veut dire, comme Rami le disait, que tout ça libère du temps à plein de gens pour se focaliser sur la relation client, sur la satisfaction client? Ça libère du temps à des gens qui étaient en charge de faire des actions répétitives. Parce que tout ce qui est répétitif, je pense que maintenant on peut grosso modo se dire que tout ce qui est répétitif et qu'on peut bien formaliser peut être remplacé par une machine. Donc ça veut dire que dès qu'on a besoin de faire des choses qui nécessitent de l'intelligence et de la créativité, là les êtres humains et de la relation humaine, les êtres humains ne sont pas remplaçables et ne doivent pas être remplacés. Inversement, tout ce qui nous assimilerait ou nous assimilait dans le passé à des machines, répéter 4 fois, imprimer des choses, toutes ces choses-là ont d'ailleurs largement disparu et vont continuer à disparaître. Pour moi, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois qu'on aura le choix entre une machine et un être humain pour faire des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, il n'y a absolument aucune contestation, c'est la machine qui va gagner. Et donc, grosso modo, l'avenir de l'emploi dans le commerce, ça va être l'humain, c'est-à-dire tous les endroits où il faudra que des hommes rencontrent des hommes. Zied ? Sur la partie front office, tout le contact avec le client, pour moi, la tech doit être le plus cachée possible. Quand on commence à trop voir la tech, c'est généralement pour pousser une image de modernité plus que pour résoudre de vrais problèmes opérationnels, à mon sens. Donc la tech, si elle se voit trop, généralement c'est mauvais signe, en tout cas en matière de marketing. Et il me paraît important d'utiliser la tech pour augmenter le savoir-faire de commerçants des enseignes. Et aujourd'hui, je donnais l'exemple tout à l'heure du petit épicier du coin qui avait ses petites attentions pour chaque client du quartier. Comment faire ça quand on a 10 millions de clients? C'est très difficile de le faire instinctivement. Alors peut-être que certaines personnes y arrivent dans certains grands magasins, mais ça reste rare. Donc c'est très difficile de scaler ce genre de qualité dans un marché aussi concentré avec une multitude de clients. Donc la technologie peut aider et elle doit être invisible. Elle doit être très discrète et surtout pas être dans une logique j'ai souvent eu des discussions avec des clients qui me disent je veux que mon client m'achète tel produit. Je veux le pousser à faire ça. Et en fait, aujourd'hui, il y a un vrai changement de paradigme. On ne pousse plus le client, on lui donne envie. On lui donne envie, on l'encourage dans ses bonnes habitudes avec nous. On ne cherche pas à vendre, on cherche à satisfaire. Exactement. Il faut chercher à satisfaire parce que de toute façon, par rapport à il y a quelques décennies, le client qui n'est pas satisfait, il va voir ailleurs, c'est pas très compliqué. On n'est plus otage de tel ou tel magasin, on va où on veut. Et aujourd'hui, quand on voit comme les clients papillonnent entre les enseignes, dans l'alimentaire par exemple, où le taux de nourriture à 30% en moyenne dans les grandes enseignes, c'est vraiment l'expression de ça. Et je pense que l'approche customer-centric que Rami d'ailleurs promeut très fortement est essentielle parce que c'est là qu'on va faire en sorte que le client va venir plus régulièrement. Alors on arrive malheureusement à la fin. Moi j'ai une question à la Saint-Exupéry. C'est chacun à tour de rôle, là, dessinez-moi non pas le magasin, non pas le retailer, mais le lieu d'achat de 2030. Projetons-nous en 2030 et ce lieu d'achat, il ressemble à quoi? Quelle interaction avec le client? Quelle relation avec le client? Quelle satisfaction du client? Pourquoi? Etc. Alors, on peut se projeter à 2030, mais peut-être si on était maintenant début 2020 ou fin 2019 à se projeter à 2023, on aurait parlé de plein de choses, mais on n'aurait pas parlé du Covid. Donc, c'est très facile de visionner. Je ne fais pas partie des visionnaires.
Moi, je suis quelqu'un qui écoute le client et à travers la tech, les données, la data que j'ai à ma disposition, je dis, je pense que l'étoile, on va aller là. Et même si au cours de la route, effectivement, il y a des événements qui viennent perturber le chemin ou accélérer ou booster. Permettez-moi juste de compléter ce que vous venez de dire. Chaque tâche répétitive peut être amenée à être automatisée ou informatisée. Si je peux compléter en disant différencier entre les tâches répétitives avec émotion ou sans émotion. Parce que l'être humain, et ça je l'ai vécu personnellement dans 6 cultures différentes, l'être humain, la machine ne pourra jamais le remplacer, les émotions humaines, on ne pourra jamais les remplacer. Donc effectivement, chaque tâche répétitive non émotionnelle, oui, elle va être amenée à l'automatisation. Maintenant, les tâches humaines, la relation entre une maman et son bébé, même s'il y a des tâches répétitives, un papa et son enfant, il y a des choses, il y a des relations entre un commerçant, un boucher et sa cliente et son client. Il y a des choses dans la vie de tous les jours, donc en fait, qu'on ne pourra pas automatiser. Alors, 2030, pour répondre à la question directement, je suis pour le client, pour l'être humain, et je ne suis pas pour le rêve d'ingénieur. C'est-à-dire, je ne veux pas amener le client là où moi je veux. Moi, je veux amener le client là où il veut, mais aussi ma responsabilité est de lui donner toutes les informations nécessaires, par exemple, par rapport à ses aliments, par rapport au prix, par rapport au choix qu'il a. Et une fois qu'il a toutes les données à disposition, ben je laisse le client choisir et je suis là pour le servir dans son choix. Donc, est-ce que, Rabi, tu veux dire que ton métier de demain, c'est d'être ni plus ni moins qu'un logisticien au service du client par rapport à ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, ce qu'il ressent, et de lui apporter ça? Alors, peut-être au deuxième rang, mais au premier rang, je mettrai mon premier boulot pour 2030, c'est le rang relationnel, le rang émotionnel avec le client, qui va se déplacer dans un magasin ou même sur un site web et se faire plaisir, se divertir, passer un bon moment seul ou en famille ou avec des amis, vivre une expérience. Donc ça, je mettrai ça au premier rang. Et au deuxième rang, c'est l'excellence opérationnelle. Mais au premier rang, je pense que le côté relationnel, émotionnel est indispensable. Et je pense qu'en 2030, en toute humilité, je pense que le physique, la relation et le maillage entre le physique et le digital sera plus vrai que jamais. Je pense qu'on sera dans un ordre de 70-30 ou 75-25. Mais il y aura toujours les deux mondes. Après, tout dépend des catégories, des produits, etc. Mais ne jamais opposer la tech à l'émotionnel, parce que je pense qu'à chaque fois, on va dévier, le client nous le rappellera et va nous dire, c'est pas ici, revenez s'il vous plaît, et la tech va revenir. C'est pour ça qu'on voit des dizaines de projets technologiques qui ne réussissent pas. Ce sont plus des rêves d'ingénieurs qu'il faudra baser sur la volonté du client, la volonté de l'humain de demain. Et moi, j'ai confiance en l'humain pour décider le bon, une fois il a à disposition toutes les données nécessaires. Thomas, 2030, le lieu d'achat, c'est quoi? Alors, moi j'ai trois éléments de réponse. Le premier qui a été évoqué, c'est, je pense que l'enjeu pour les commerçants et puis pour les individus, c'est de se créer de bonnes habitudes. C'est-à-dire quelque part de bonnes habitudes de consommation. Parce qu'on n'a pas trop parlé de l'aspect RSE qui devient quand même très très grand. Et en 2030, il fera plus chaud, ça on est sûr. Donc quelque part, je pense que dans l'équation de l'être humain qui achète, l'être humain, il aura une plateforme, nous on fabrique ça, une plateforme pour créer de bonnes habitudes, et on espère qu'il aura créé lui-même des bonnes habitudes, donc on va l'aider à créer des bonnes habitudes. L'espace de consommation, pour moi, il va se distinguer entre deux catégories. On discute beaucoup avec les marques sur cette vision du futur. Sur des marques sur lesquelles la confiance est établie, la relation directe avec le client est établie, il y aura des dialogues permanents entre la marque et le client qui ne sera pas intermédié par le retailer, mais sur lequel le retailer apportera sans aucun doute son expertise logistique et opérationnelle. C'est-à-dire quelque part,
je veux de la pâte dentifrice, etc. Et donc ça, ce lieu de consommation et de réachat et de réassort, ça sera la cuisine, la salle de bain, qui automatiquement, sur la base de la compréhension des habitudes des utilisateurs, réacheminera les éléments parce qu'on veut les choses instantanément. On n'acceptera pas d'attendre 3 jours pour avoir quelque chose. Et le magasin, ça va être pour moi un lieu de rencontre et d'expérience. On ira dans un magasin parce qu'on pourra vivre quelque chose qu'on ne peut vivre nulle part ailleurs. Je ne vais pas utiliser le terme parc d'attractions, mais d'une certaine manière, c'est un lieu d'événement, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu qui devra être le plus ouvert possible et le moins... Donc, théâtralisation, événementielle, etc. Un lieu de vie. En fait, finalement, le terme, c'est probablement un lieu de vie. Et la technologie, par rapport à ce qu'on se disait, elle sera partout et nulle part. C'est-à-dire qu'elle permettra tout ça sans jamais interférer entre la relation entre les êtres humains. Zied. Je pense qu'en 2030, les citoyens continueront à aller dans le commerce physique quotidiennement, comme ils le font aujourd'hui. Après, est-ce que ça sera 30% de digital, 70% de physique ou plus ou moins 5%? Je pense que c'est très très dur à dire aujourd'hui. Et de toute façon, peut-être qu'en 2030, on n'arrivera pas vraiment à faire la part des choses parce qu'on pourra faire du digital à l'intérieur d'un magasin. Comme l'expérience digitale pourra aussi servir. Tout à fait. En fait, ce qui va beaucoup changer, je pense, c'est la place du digital en magasin. Une place discrète, mais omniprésente. Je pense que je ne serais pas étonné qu'en 2030, les grands magasins, les magasins alimentaires ressemblent à des magasins du début du siècle dernier, avec les irritants en moins. Je pense que ce besoin de contact, de chaleur, d'inspiration. Je pense que les gens vont à un magasin pour chercher de l'inspiration qu'on a beaucoup plus au contact d'autres personnes que face à son ordinateur. Ok, et toute dernière question, on le sait, c'est un fait, le commerce préféré des Français, c'est le marché municipal, et quoi que tu en dises, Thomas, il n'y a pas vraiment beaucoup de tech là-dedans. Pourquoi, selon toi, les Français préfèrent le marché municipal, Rami ? Le marché. Des fruits et légumes. Oui. Alors, moi aussi, de temps en temps, je vais aussi au marché parce qu'il y a effectivement cette expérience dont on parle, cette relation, cette fraîcheur, cette proximité avec le terrain et ce soutien au producteur local. Donc, en fait, c'est le win-win-win-win-win, sans parler du prix qui est intéressant. Et pour cela, ce qu'on a décidé, ce que j'ai décidé l'année dernière, c'est de rendre le référencement de produits locaux très facile et très simple pour nos magasins. Il ne faut plus passer maintenant par les sièges pour signer un contrat. On a réduit le contrat qui était d'une 30aine de pages maintenant à une page recto où il n'y a pas de conditions d'entrée et conditions de sortie. Donc c'est pour justement soutenir les producteurs locaux et permettre à chaque magasin d'avoir la salade la plus proche de son magasin parce que tous les producteurs n'ont pas la capacité d'aller au marché et présenter Comme il y a produits. 30 ans chez Carrefour. Pardon ? Comme il y a 30 ans chez Carrefour. Comme il l'a fait Gabriel Binetti à la fin des années 80. Thomas, le marché municipal, pourquoi ça reste le commerce préféré des Français? Alors, pas seulement des Français, moi j'ai beaucoup habité à San Francisco, etc. Et les marchés sont un luxe que nous on a au quotidien. Il y a toute cette notion de circuit court en fait qu'on n'a pas trop évoqué là, mais qui est en train d'évoquer. C'est on regarde le produit, on le touche, on le voit, on le choisit, on a le conseil, et puis on a la proximité entre l'étal et le commerçant. Alors, il y a de la technologie, pas autant que dans un magasin, mais il y a de la technologie sur le paiement et sur la mesure, sur les balances, qui sont quand même plus efficaces, heureusement. Et donc, pour moi, ce qui est intéressant, en tout cas, ce qui me semble être... c'est un lieu de vie, d'échange, et j'ai presque... Je ne sais pas si c'est une envie ou une inspiration, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que les grands supermarchés, les grands retailers se rapprochent de cette vision marché. De cette atmosphère de fête et de dynamique. Et c'est vrai que le commerce, c'est gai, c'est une fête, c'est une surprise permanente aussi. C'est ça, en fait, c'est la recherche d'inspiration pour moi. Le marché, l'inspiration, la multiplicité des commerçants qui sont souvent leur propre chef, leur propre patron à chaque fois et qui ont un talent commerçant qu'on ne trouve pas forcément dans certaines chaînes de magasins en tout cas. Et je pense que c'est effectivement un espace de vente low-tech aujourd'hui. En prix, je ne suis pas convaincu que les fruits et légumes de mon marché soient moins chers que Carrefour. Je suis même convaincu de l'inverse d'ailleurs.
c'est un peu plus cher, mais on y va pour cette expérience, pour ce contact, pour l'inspiration. Et je pense que le fait que ça soit low-tech est plus lié au fait que les interlocuteurs sont atomisés et qu'en tant que start-up, c'est extrêmement difficile d'adresser ce type de marché que parce que le besoin n'est pas là. Bien, merci à tous pour ces échanges. Et quelque part, j'espère qu'on aura apporté notre petite pierre à l'édifice du Tech for Retail for Humans. Un grand merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.